Est-ce un aveu? Est-ce une menace? Je voudrais donc vous entendre sur ces déclarations du numéro 2 des services secrets ukrainiens. Dans une interview, il affirme son intention de éliminer, de cibler, soyons clairs, de tuer Vladimir Poutine. Il l'assume, il le revendique. Alors on va écouter cette déclaration et il dit « Nous essayons de le faire ». Voyons exactement quels sont les mots, comment les mots sont pesés. Et puis, j'ai hâte de vous entendre évidemment sur le sujet. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, qui est cet homme et que dit-il donc précisément? Cet homme, le voici, Vadim Skibitsky. Vous l'avez mentionné David, il est le numéro 2 des renseignements militaires ukrainiens, juste en dessous de Kirilo Boudanov. Autrement dit, Vadim Skibitsky est l'un des commandants les plus puissants du service de renseignement militaire, le GUR, un pilier du pouvoir où sont décidées une partie des opérations engagées sur le front. Dans une interview au très sérieux journal allemand Die Welt, Skibitsky a lâché l'information. Il confirme implicitement que Kiev a établi une liste de personnalités à atteindre. Le journaliste lui demande qui est en tête de liste, qui est la cible numéro 1. Réponse: Poutine, parce qu'il coordonne et décide de ce qui se passe. Et Skibitsky ajoute: en ce moment, le président russe recommence à sortir la tête. Il précise aussitôt, et quand il fait ça, nous ne sommes pas sûrs que ce soit vraiment lui, répondant sans doute à l'hypothèse des sosies du chef de l'État. L'entretien se poursuit, le journaliste l'interroge à nouveau. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à le toucher? Réponse: parce qu'il se cache. Il ajoute: il remarque, Vladimir Poutine, que nous nous rapprochons de plus en plus de lui, mais peut-être a-t-il aussi peur d'être tué par les siens. Voilà, petite coquille, je crois que c'est bien Boudanov, le chef des renseignements, il y avait un D par erreur. Les autorités ukrainiennes, Lucille, sont-elles déjà allées aussi loin? Non, effectivement, c'est la première fois, mais cela fait quelques semaines que les propos tenus sont volontairement flous. Le mois dernier, l'ancien vice-ministre ukrainien de 2012 à 2014, Oleksandr Vilkoul, aujourd'hui élu de Kryvyi, la ville de naissance de Zelensky, a déclaré « Si je pouvais le tuer moi-même, je le ferais. Une agression à grande échelle est en cours. Poutine doit être éliminé ». On se souvient aussi des propos de Boudanov la semaine dernière. Il admet à demi-mot que non pas Poutine directement, mais ses propagandistes sont bien visés. Beaucoup de cibles ont été atteintes, dit-il. Dans les médias russes, de telles personnalités touchent à la dignité ukrainienne. Et y a-t-il déjà eu des tentatives? Eh bien, officiellement, l'Ukraine n'a jamais revendiqué une tentative d'éliminer Vladimir Poutine. Mais certains événements sèment le doute. Souvenez-vous, il y a tout juste un mois, ce drone contenant 17 kilos d'explosifs s'était écrasé dans la forêt de Noginsk, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Moscou. Chacun s'était demandé quel était le but de cette opération. Et on avait appris par la suite qu'un déplacement de Vladimir Poutine était prévu dans un parc industriel à ce moment-là, dans la zone à une vingtaine de kilomètres. Les officiels ukrainiens ne l'ont pas revendiqué. Quelques jours plus tard, il y a un détail à ne pas négliger. Yuri Romanenko, un blogueur ukrainien, affirme que les renseignements ukrainiens avaient reçu des informations sur la visite de Poutine à ce moment-là. Skibitsky cite-t-il d'autres personnes, d'autres dirigeants russes ciblés? Oui, il le dit aussi clairement. Le chef d'état-major Valéry Gerasimov et le ministre de la Défense Sergueï Shoigu ont planifié des attaques et ne peuvent pas revenir en arrière. Mais il évoque aussi Sergueï Sourovikine et les commandants russes qui sont venus en pensant qu'ils allaient participer à un défilé. La question est alors posée sur Prigojine. Réponse sans équivoque: nous essayons de le tuer. Il conclut: en fin de compte, chacun sera tenu responsable de ses actes. Tenter d'assassiner un chef d'État. Il s'agit d'un chef d'État, Poutine. Un chef de guerre, mais aussi un chef d'État. Est-ce que c'est conforme au droit international? Eh bien, c'est ce qu'affirme Skibitsky. Si une personnalité importante produit et finance des armes, son élimination sauverait la vie de nombreux civils. Et puis, il est anéanti. Selon les conventions internationales, il s'agit alors d'une cible légitime. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. C'est une pratique que l'on appelle l'assassinat ciblé, interdite par le droit international et par la Charte des Nations Unies, sauf dans le cas d'exceptions très précises. Oui, il s'agit d'une violation du droit international, sauf si les auteurs ont une résolution du Conseil de sécurité qui leur permet de le faire.
Autrement dit, si l'Ukraine décidait de commettre un assassinat ciblé à l'encontre de Poutine sans aucune autorisation, alors il risque bien une condamnation internationale. Bon, on reviendra sur cette question. Restez avec nous, Lucile, parce qu'on aura un autre point à voir dans quelques instants. On reviendra sur cette question du droit international. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question simple, Général Trinquant. Est-ce que vous n'avez aucun doute? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez réellement que si les Ukrainiens avaient eu l'occasion depuis 15 mois de tuer Vladimir Poutine, ils l'auraient fait? Je pense que oui, compte tenu des déclarations. Il faut voir que ces déclarations, il y en a beaucoup en ce moment. Avant lui, son chef avait parlé aussi, mais de façon beaucoup plus sibylline. Lui, il est franc du collier, il dit directement les choses. C'est le premier qui parle de Vladimir Poutine directement, tout à fait. Il faut se souvenir que c'est un peu un écho à ce qui s'est passé il y a plus d'1 an, dont on savait qu'il y avait des équipes russes qui étaient venues pour tuer Zelensky. Donc, c'est la réponse du berger à la bergère. On verra après ça les problèmes juridiques, hein. Mais c'est la réponse du berger à la bergère. Si vous voulez, d'une certaine façon, quand on a quelqu'un comme Poutine qui est vraiment à l'origine de cette opération, tout seul, d'une certaine façon, c'est lui qui a voulu ça et qui continue depuis. Évidemment que l'atteindre lui directement peut provoquer un séisme considérable. Maintenant, ils le disent aussi, ils se cachent, on n'arrive pas à la voir. Il y a probablement des opérations montées, mais qui ne réussissent pas. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ces déclarations signifient pour vous qu'il y a des projets parmi les services secrets ukrainiens, des projets d'opération qui soient réalisables ou pas, c'est une autre histoire. Mais est-ce que ça signifie qu'il y a des projets? Alors, les premiers projets, à mon avis, c'est simplement d'avoir du renseignement, de savoir où est Poutine. Après, on décide de ce qu'on fait. Mais savoir où est Poutine, c'est quelque chose qui est très important. On l'a vu, je crois que c'était son chef, Boudanov, qui avait dit qu'il y a probablement des sosies qui sont utilisées. On a repéré l'espacement des yeux, les oreilles, etc. Bon, je ne suis pas très sûr de tout ça, mais peu importe. C'est savoir où est Poutine et ensuite prendre une décision. En fonction des circonstances, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Ça veut dire que la décision n'est pas forcément prise à tout moment, dans toute circonstance. Ouais, ça peut être une question de moment, de circonstance. Il me paraît très difficile que les Ukrainiens ne prennent pas une décision pareille au plus haut niveau de l'État. En clair, Zelensky qui le décide. Ça me paraît improbable. Et ça me paraît aussi improbable que Zelensky le fasse sans l'accord des Américains. Parce que la question, c'est l'après. Si on élimine Poutine, qu'est-ce qu'on fait après ? Et là, il n'y a que les Américains qui peuvent répondre à cette question. Enfin, on imagine même que si les Ukrainiens ont bel et bien ce projet, comme il le dit, c'est d'abord l'idée de punir Vladimir Poutine. Moi, je ne vois pas ça sous l'aspect punir. Je vois ça sous l'aspect neutraliser le fauteur qui est à la direction des choses aujourd'hui qui nous font tout le mal qu'on voit en Ukraine. Comme une cible de guerre. Voilà, c'est une cible, parce que c'est par lui que ça passe, et au moment où il sera éliminé, il y aura quand même quelque chose qui se passera en Russie. Mais je le répète, pour moi, on identifie, on voit l'opportunité, mais la frappe, c'est un autre sujet, parce qu'il faut se poser les questions de qu'est-ce qu'on fait après. Si vous voulez l'éliminer, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Mariana, je vois que vous voulez intervenir. Déjà, je voudrais réagir à cette hypothèse de punition. Mais non, mais en fait, il faut quand même se remettre les choses en place. Il y a la guerre en ce moment, donc la Russie qui occupe toujours une partie de l'Ukraine, qui mène la guerre contre l'Ukraine, et Vladimir Poutine est le commandant en chef. Et donc, l'élimination du commandant en chef n'est pas avoir des conséquences dévastatrices pour la désorganisation de cette armée d'occupation, ce qui aurait pu être très favorable pour les opérations sur le front. Enfin, voilà, on peut juste dire ça comme ça. Maintenant, je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que Vadim Skibnitsky, on le voit quand même plus ou moins rarement, alors que son chef, Kirilo Boudanov, devenu une sorte de superstar, il faut quand même rappeler que ce sont des dirigeants d'un service spécial. Leur travail n'est pas de parler et de nous livrer des informations. Ah, là, il le fait. Or,
Or, ils le font toutes les semaines. Ils produisent plusieurs heures de contenu toutes les semaines. Et là, franchement, je pense que les journalistes devraient prendre un peu de recul et se poser la question, parce que eux, même dès par la spécificité de leur travail, ils ne peuvent pas livrer les informations. Tout ce qu'ils peuvent livrer, c'est une sorte de désintoxication. Et par ailleurs... Où voulez-vous en venir, Mariana ? Eh bien, il faut plutôt se poser la question, pourquoi c'est dit? Alors, pourquoi il le dit ? Ah bah déjà, je pense que ça rentre dans le cadre des opérations psychologiques, d'influence psychologique sur l'ennemi, parce que bien entendu, tout cela est suivi dans le monde entier, mais également en Russie. D'ailleurs, quand on a parlé de Kirilo Boudanov, qui avance cette idée absolument assez incroyable des doublons de Poutine, il dit autre chose. Moi, je suis convaincu que ceci, pourquoi ? Parce que nous avons suivi le déplacement de Poutine et nous connaissons très bien le protocole de ces déplacements, et ce protocole de sécurité n'a pas été respecté. En gros, il essaie de passer l'information que, comme quoi, Poutine, nous te surveillons. Et là, je suppose qu'il y a peut-être une partie de vérité. Donc, tout cela, donc, si je comprends bien, Mariana, pour déstabiliser vous l'ennemi. dites, on ne sait pas s'il y a un projet et même la volonté de le tuer, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté d'en parler. Mettre la pression sur lui. Exactement. Voilà, d'essayer de le déstabiliser. Et ça fait partie de l'opération. C'est-à-dire, ce que je disais, on fait du renseignement, on cherche... Et quand on dit, comme vient de le dire Mariana, on sait, etc., on met une pression. Et ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'action. Ça veut dire qu'on met une pression. Et qu'on voit comment réagir après ces pressions-là. Et après ça, on prend des décisions en fonction des circonstances. C'est pour ça que... Pour moi, la question centrale, c'est si les Ukrainiens avaient la possibilité de le faire, est-ce qu'ils le feraient ? D'après vous, Hélène ? Je n'en suis pas sûre. D'abord, je suis très étonnée que des gens qui sont dans les services secrets disent ouvertement ce genre de choses, parce que si tel était leur dessein, je pense qu'il vaut mieux garder ça secret et le faire par surprise. Sauf si on veut mettre la pression, comme dit voilà. Mariana. Maintenant, évidemment, on sait que Poutine craint la maladie, qu'il craint la mort, qu'il est de plus en plus isolé, il s'isole plutôt dans ses bunkers, etc. Et qu'il se déplace tout le temps et qu'on a beaucoup de mal à le suivre à la trace, c'est sûr. Mais moi, étant donné ce que je sais de tout ce qui s'est passé depuis le début, je pense quand même qu'ils auraient plutôt envie de le capturer pour qu'il soit jugé à La Haye, comme criminel de guerre. Parce que quand même... Ça serait bien. Sauf que la guerre est en cours. C'est un autre sujet. Oui, et que ce qu'on entend, c'est le chef de cette guerre. Et à le neutraliser et à l'emmener, je ne sais pas, à La Haye ou ailleurs. Enfin, bon, déjà, une Russie sans chef à sa tête et sans chef de guerre, puisqu'il est en même temps chef de guerre et président, déjà, ça serait assez bizarroïde. Parce que pour l'instant, selon la constitution russe, on ne peut pas le remplacer comme ça. Vous savez que, normalement... Quand un président est défaillant, il y a ensuite 3 mois pour organiser de nouvelles élections présidentielles. Donc, je veux dire, ils ne peuvent pas la remplacer comme ça au pied levé, à mon avis. Mais étant donné que déjà Zelensky a toujours dit qu'il ne voulait pas négocier avec Poutine, qui est un criminel de guerre. Il l'a dit à plusieurs reprises. Bon. D'autre part, on sait que, en tout cas, ce qui est certain dans cette histoire, c'est qu'au tout début, il y avait plusieurs commandos qui voulaient tuer Zelensky, carrément. Alors là, lui, il est resté. Est-ce qu'on savait s'il voulait le tuer ou le capturer ? Il voulait le neutraliser. Alors, le neutraliser, ça sous-entend beaucoup de choses. Moi, je suis d'accord avec Mariana. Je pense qu'effectivement, ils veulent mettre la pression sur Poutine. Déjà qu'il y a une pression parce que tout le monde attendait depuis des semaines cette fameuse contre-offensive. Donc, si vous voulez, tout ça, je pense que c'est fait à dessein, puisque c'est une guerre de communication et une guerre de fake news aussi. Donc, il faut s'y retrouver. Ça, on y viendra tout à l'heure. Jean, comment avez-vous réagi quand vous avez lu Pour moi, ça fait partie de la contre-offensive, c'est la partie opération psychologique. C'est-à-dire, on vise à déstabiliser l'adversaire, tout comme le fait que des troupes aient pénétré en territoire russe pour montrer que l'armée russe ne contrôlait pas cette fameuse frontière entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est un coup génial, et ce qui montre au passage aussi que cette contre-offensive, et si elle avait emprunté ce chemin-là, c'est-à-dire si les Américains autorisaient les Ukrainiens à entrer sur le territoire russe, pourraient très facilement rentrer dans le territoire russe,
russe et contourner les troupes qui sont massées dans le Donbass. Et contourner les fortifications. Voilà, on anticipe sur le sujet qui les vient. fortifications, les fameuses Restons sur notre fortifications. Et donc, ce que je dis, c'est que là, on est en train, ces opérations psychologiques visent vraiment à faire régner l'incertitude. Il y a une panique, vous l'avez expliqué hier, je crois, il y a une panique dans les médias, il y a une panique au plus haut sommet de l'État, et dire on a des projets d'assassinat, on le cible, etc., ça vise à renforcer la paranoïa de Vladimir Poutine, et non pas à organiser une telle action. Parce que vous avez mille fois raison, Hélène, c'est-à-dire que quand on organise une action comme celle-là, on ne dit pas on va vous assassiner. Ça n'arrive jamais, hein, je vous signale. Généralement, on découvre d'un seul coup que le dirigeant est mort, hélas, il est tombé d'un escalier, d'une fenêtre. Secret, je ne le ferai pas comme ça. Voilà, exactement. Et Jean, pour vous, si un plan existait, si une intention, une volonté indiscutable existait pour éliminer Vladimir Poutine de la part de Kiev, est-ce qu'elle serait légitime ? Alors moi, je pense que ça pose un énorme problème de droit international, comme on l'a dit tout à l'heure. L'assassinat d'un chef d'État n'est pas légitime, effectivement, sauf autorisation de l'ONU. Et on n'imagine pas l'ONU actuellement, avec la Russie, voilà, avec la Russie qui est au Conseil de sécurité, autoriser l'assassinat de son propre chef. Donc non, dire que... Donc pour vous, l'Ukraine, pardon d'aller au fond des choses, mais parce que c'est important, l'Ukraine ne devrait pas le faire sans l'aval de l'ONU, aval qui est impossible. Oui, absolument. Et de toute façon, dans l'histoire, encore une fois, on n'a jamais assassiné un chef d'État d'un pays en guerre. Ça n'est jamais arrivé. Alors s'ils y arrivent, je dis bravo. Non, mais y arriver, c'est une chose, c'est le vouloir. Oui, le vouloir. Mais même, donc, imaginons qu'ils assassinent Poutine. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde ? Il faut juste réfléchir aux conséquences géopolitiques. Est-ce que la Russie est seule ? Non, la Russie n'est pas seule. La Russie, il y a tout le Sud global qui soutient la Russie, pas forcément activement. Mais donc, d'un seul coup, ils vont se dire, mais attendez, on assassine les chefs dans une guerre. On n'assassine pas les chefs, on assassine de temps en temps les chefs d'état-major, des généraux, etc. Généralement des coups perdus. On se tue entre soldats. C'est à ce niveau-là et les civils. On va avancer, mais je voudrais votre sentiment là-dessus, Dominique. Est-ce que si ce plan existait, si cette intention existait, qu'elle était incontestable, est-ce qu'elle serait légitime ? D'un point de vue moral plus que juridique. Compliqué. Oui, d'un point de vue moral, probablement. Mais je le répète, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Non, d'accord, mais ça tient pas. C'est lui qui a décidé de cette guerre. Oui, non, mais seul, vous l'avez dit. Non, mais évidemment. Seulement dans le système russe tel qu'il est conçu aujourd'hui, si on élimine le chef, on ne sait pas comment organiser les choses après. Donc ça ne me paraît pas. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Mais si, je vous dis est-ce que ce serait légitime ? Je ne dis pas forcément est-ce que ce serait efficace, mais est-ce que ce serait mais le droit international a déjà répondu à cette question. Juridiquement, je vous parle de morale. Oui, mais qu'est-ce qu'ont fait les Américains en 19... légalisation. Oui, mais... Légalement, non. Légitimement, moralement, oui. Non. Est-ce que c'est utile ? Non. Parce que, à mon avis, le système fonctionnera pas. Je ne suis même pas d'accord moralement, parce que justement, si l'Ukraine veut s'imposer d'un point de vue moral, elle ne doit pas se comporter comme les Russes. Justement, elle doit respecter le droit international. Donc, c'est ce qu'ont fait les Américains avec les nazis. Rappelez-vous, et même les Russes ont accepté, parce que les Russes, au départ, ils avaient plutôt envie de passer au fil de l'épée l'ensemble des dirigeants nazis. Et ils ont accepté le tribunal de Nuremberg. Et c'est ce qui a légitimé ensuite le fait qu'on exécute un certain nombre de dirigeants nazis. Merci pour moi, de ne pas avoir esquivé la question à l'un comme l'autre. Et oui, Marina, si vous voulez répondre à cette question-là. Oui, tout à fait. Alors, premièrement, moi, j'ai donné une partie de réponse tout de suite. Donc, tout comme général, je pense que légal, non. Légitime, moralement légitime, oui. Est-ce que ça peut être utile ? Moi, contrairement au général, je pense que ça peut être utile. Par contre, je voudrais qu'on revienne vers le monde réel. Poutine lui-même, il n'a pas tellement pour l'instant peur de Gour, il a surtout peur de tout son entourage dont il se protège depuis des années. Et s'il y a quelqu'un qui l'assassine, je pense que ça sera plutôt FSB, GRU ou autre consort. C'est ce que dit ce dirigeant. Ça n'a pas un lien direct, parce que personne n'imaginait que cette opération dont on va parler maintenant était destinée à tuer Vladimir Poutine.